Ben maintenant, la balle est chez vous, et dans votre camp, et on est parti pour les questions. Si la question s'adresse à un des deux intervenants particuliers, n'hésitez pas à préciser. Oui, juste, est-ce que l'exemple que vous donnez, c'est ce village qui est petit, à Saint-André, est-ce que vous pensez qu'on peut animer les mêmes choses, alors peut-être pas de la même façon, mais dans des villes beaucoup plus grandes Alors je touche pas de dividendes, mais dans le livre qui est sur la table là-bas, c'est de ça dont il est question. En fait, ça s'appelle Ces maires qui changent tout. Alors on change pas tout, hein, mais c'est le titre. Hein, mais dans le bouquin, Mathieu Riva a travaillé sur 6 communes de France différentes. Donc il a travaillé sur Paris, Grenoble, ensuite un peu plus petit Los-Angeles, enfin beaucoup plus petit Los-Angeles, encore plus petit Ungersheim, encore plus petit puis Saint-André, et encore plus petit Trémargat. Donc pour essayer de voir comment sur les territoires, on verrait il y a des façons très différentes de faire, mais il y a des choses qui sont similaires, il analyse cette affaire-là, il en fait une analyse critique. Moi j'ai appris plein de trucs sur les collègues, et puis sur même nos propres pratiques, avec les limites que ça représente aussi. Donc c'est un grand sujet, par exemple sur Puy-Saint-André, sur lequel on travaille. Moi je suis contre le cumul des mandats dans le nombre et dans la durée. Donc en fait, moi j'ai été élu une fois, mais j'ai plusieurs mandats. Oui, non, mais ça après c'est chacun, oui, chacun son point de vue. Et puis sur la durée aussi, donc j'ai décidé de ne pas me représenter comme maire. Donc on a discuté avec l'équipe municipale pour essayer de trouver des solutions. Donc là ils bossent, ça fait 2 mois qu'ils sont en train de trouver une solution pour que je puisse continuer à investir au niveau du Grand Briançonnais et continuer ce travail territorial, mais que je ne sois plus maire de la commune et que quelqu'un d'autre puisse prendre la suite. Donc c'est des questions qui sont complexes sur lesquelles on a du mal à trouver des solutions. Moi je pense qu'en effet c'est possible d'avoir une action de démocratie participative dans n'importe quelle dimension. Regardez Jean-François Caron, vous allez voir, hein, c'est quand même scotchant. Hein. Après, sur les budgets participatifs dans les grandes villes, il s'est passé des trucs très intéressants. Hein. Donc il y a des solutions. Je crois que ça dépend vraiment du territoire. Il faut vraiment aller chercher quelle est l'histoire du territoire, comment fonctionne notre territoire, et puis à partir de là, il y a des solutions à trouver. La difficulté sur la démocratie, moi je pense, hein, c'est un avis très personnel, c'est que quelque part, les élus ont piqué la démocratie, et les citoyens étaient bien contents. Donc on se retrouve là à un moment de rupture, là où on voit que ça ne fonctionne plus, mais les citoyens, ils étaient bien contents qu'on se colle tout le boulot. Moi, je me souviens, en 2008, on commence un conseil municipal, il n'y avait personne dans l'assemblée. On a passé la première délibération, à la deuxième, je dis, je ne peux pas. Je lève la séance. Je suis sorti de la mairie, j'ai été tapé à la porte du voisin, il a ouvert la porte, il était en pyjama, j'ai dit, venez. Il dit, attendez, je suis en pyjama, j'ai dit, vous rhabillez, puis venez au conseil municipal. C'est pas supportable qu'on n'ait pas de témoins, ne serait-ce que ça. Donc ça a été un combat pendant des années pour que les gens viennent au conseil municipal. Ça n'a pas été simple, mais pourtant c'est essentiel pour nous, c'est vachement important. On a besoin d'un contrôle citoyen, on a besoin aussi de faire avec les gens. On passe à l'issue du conseil 1h30 à discuter avec les gens. On leur dit voilà, toutes les questions sont possibles, tout ce que vous voulez, surtout, allez-y. On a été très surpris en 2008 parce que, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, la première action qu'on avait mise sur notre programme, c'était d'interroger la population. Dans les 3 mois du mandat, les 3 premiers mois du mandat, on a distribué 480 questionnaires. C'est-à-dire pas un questionnaire par famille. Même les enfants de 5 ans pouvaient répondre au questionnaire. Et donc on a distribué ça sur l'ensemble du village. On a mis des boîtes aux lettres dans tous les quartiers. On a eu 75% de réponses. Une petite fille qui nous a demandé un marchand de glace le mercredi sur la place du village. Bref, donc là on a été surpris parce que les gens ont répondu, mais on a été un peu déçus parce qu'ils finalement ils demandaient du fleurissement, un bon déneigement, et puis voilà quoi. Et donc, oui, je pense que de toute façon c'est un travail de très longue haleine pour arriver à ce que les citoyens mesurent que désormais ils ont un rôle à jouer. C'est un boulot de folie et c'est sur du très long terme qu'on obtient satisfaction sur ces sujets-là. Là, je ne vous en ai pas parlé, mais dans les actions du contrat de transition, on va planter,
c'est la carte qui est là-bas, qui est hallucinante. La carte de Puy-Saint-André, vous avez des centaines d'hectares de biens vacants sans titre ni maître. C'est-à-dire que toutes les parcelles qui sont en vert et toutes les parcelles qui sont en rouge, il n'y a plus de propriétaire. C'est complètement fou. Donc on s'est attaqué à cette affaire. Là, dans 15 jours, on aura récupéré gratuitement 42 hectares. Et sur ces 42 hectares, eh bien, dans le contrat de transition, on a prévu planter 500 ou 600 arbres fruitiers communaux, avec une formation des citoyens à la greffe, etc. Donc on doit planter des arbres fruitiers qui appartiendront à tous les habitants. À eux de s'organiser pour travailler sur les communs. En fait, c'est réinstituer du commun. On a des canaux d'arrosage qui datent d'il y a plus de 500 ans. Quand on a été élu en 2008, il y avait 7 personnes qui faisaient l'entretien des canaux, dans cette fameuse corvée du canal. D'ailleurs, c'était hier, je n'ai pas pu y aller parce que je suis venu ici. Donc, la corvée du canal, non, c'est ce matin. La corvée du canal, donc, il y avait 7 personnes en 2008. L'année dernière, il y avait 75 personnes. Donc, les gens commencent à comprendre qu'à un moment donné, il faut se réapproprier le territoire, se réapproprier la démocratie, revenir autour de la table pour pouvoir faire du projet. Et ça, c'est l'enjeu de demain, sur la transition en tout cas. J'aurais aimé savoir sur quoi vous pouviez vous baser pour dire qu'il n'y avait pas de propriétaire. C'est très simple. Sur les biens vacants, il y a une procédure qui existe en France avec 2 lois. La loi de plein droit et la loi d'avenir pour l'agriculture. En fait, au tout démarrage, alors il y a déjà une définition très précise de qu'est-ce que c'est qu'un bien vacant. Alors déjà, il y a cette carte-là qui répertorie les biens présumés vacants sans titre ni maître. À l'issue de cette carte-là, on fait intervenir un juriste qui fait tout un travail juridique pour essayer de retrouver les propriétaires. Et le juriste dit à la mairie, voilà, ce bien n'est pas présumé, mais il est vacant. Une fois que ce bien est déclaré vacant, alors la première loi, c'est si vous avez la preuve qu'il est vacant depuis plus de 30 ans, vous avez la date de naissance, la date de décès de l'ancien potentiel propriétaire. À ce moment-là, il suffit d'une délibération et la mairie devient propriétaire. Dans la réalité, il faut tenir compte des susceptibilités de la problématique du foncier en France et de la propriété privée. Il faut faire de la pédagogie, et voilà, parce que sinon je peux vous dire que c'est chaud. Le deuxième texte de loi, c'est quand vous n'avez pas la preuve que ça fait plus de 30 ans, parce que la personne, vous n'avez pas sa date de décès. Elle a 118 ans, mais l'état civil n'est pas à jour, vraisemblablement. En tout cas, vous n'êtes pas sûr qu'il est mort, parce que vous n'avez pas la preuve. Et donc, de ce fait-là, c'est la loi d'avenir pour l'agriculture, et là, c'est une enquête publique de 6 mois. C'est pour ça que je vous dis dans 15 jours, parce que là, on a déjà récupéré 16 hectares de la loi de plein droit, et on a 21 hectares qui dépendent de la loi d'avenir pour l'agriculture. La fin de l'enquête publique, c'est dans 15 jours. Les expériences sont tout à fait différentes d'un endroit à l'autre, ce qu'il venait de dire en préambule. Concernant le foncier, nous avons un foncier encore actif. C'est-à-dire, pour le moment, il n'est pas à l'abandon. Il y a des propriétés qui s'agrandissent. Il m'est arrivé donc de mettre sur pied un plan local d'urbanisme. Pour le moment, ce sont les communes qui le font. Bientôt, si la loi NOTRe passe avec le transfert de l'eau et de l'assainissement et du pluvial aux instances supérieures, les communes seront dépossédées de cela. Et avec l'eau, l'assainissement, le pluvial, l'urbanisme, en fait, dans sa globalité. Chacun l'aura compris, je suis assez communaliste, municipaliste. Ce qui ne signifie pas que je suis contre des coopérations à des instances supérieures lorsque le besoin s'en fait sentir, comme pour l'eau, par exemple. Je suis président d'un syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de 12 communes, Gare et Ardèche. Pour les ordures ménagères, c'était réglé depuis longtemps.
lorsque les supracommunalités sont venues foutre la pagaille, et nous faire passer d'une régie publique à une société privée, avec tout ce qu'il a dit comme malversation putative, si je puis dire. Donc voilà, le foncier, c'est une vraie question, d'une part, parce qu'en France, il y a 25 mètres carrés à la seconde qui disparaissent, artificialisés, au détriment de l'outil agricole, et qu'il faut faire quelque chose en la matière. Lorsque nous avons créé le PLU, nous n'avons pas dit aux habitants, dans une non-directivité totale, faites comme bon vous semble, c'est ça la démocratie, nous enregistrerons. Non, nous avons eu un projet d'élu préalable. C'est-à-dire, nous avons dit, on va protéger l'outil agricole. C'est-à-dire, sacraliser ce qu'il y a comme meilleure terre. Voilà. Les constructions se feront sur les hauteurs. Faiblesse de la valeur agricole. En priorité, là où déjà existent des équipements, des tuyaux, des chemins, de manière à réduire la dépense publique. Évidemment, nous sommes classés village de caractère. Les architectes des bâtiments de France nous demandaient évidemment de placer sous cloche le village et de ne pas y toucher. Donc voilà, nous avions une pensée en tant qu'élus, exprimée dans notre programme, et nous n'étions pas dans une non-directivité totale, c'est-à-dire nous entendions les gens, nous enregistrions, et puis nous faisions, moi, par exemple, j'ai une terre de 2 hectares, l'urbaniste l'avait mise, elle est en zone agricole, parce que tous les critères étaient remplis pour être constructible. Je dis non, vous la faites revenir en zone agricole. Et lorsque vous faites cela pour votre peuple, eh bien, ça vous donne le poids de résister aux demandes particulières, parce que c'est vrai que quand les agriculteurs se noient, ils ont des retraites de misère, eh bien, ils cherchent qu'une chose, c'est à vous mettre la pression électorale verte pour que vous ayez une parcelle en leur faveur, constructible. C'est pas le même prix, 50 centimes d'euros, et puis 70 € le mètre carré. Donc évidemment, ça permet d'arranger des enfants pour les héritages, ça permet d'arranger la retraite. On le comprend cela, mais on a fait barrage à ça. Depuis, j'ai fait quelques modifications légères, mais je me garde bien d'ouvrir le tonneau des Danaïdes, parce que je sais que tous les diables vont en sortir et les pressions vont s'y remettre, et ce cauchemar, j'ai plus envie de le revivre. Donc là aussi, la démocratie, je suis prudent, parce que la démocratie, c'est aussi l'intérêt particulier, qui a des difficultés à s'articuler à l'intérêt général. Et moi, je suis le représentant, avec mon conseil municipal, de ce qu'il y a de plus général, du bien commun, des communaux, que je cherche à agrandir moi aussi, et nous sommes en passe de devenir une mairie paysanne. Je viens d'entreprendre un procès, parce que, enfin, c'est pas moi, on m'a attaqué. J'ai préempté une oliverie, de manière à ce que la cuisine centrale soit autonome en huile d'olive. Voilà, on a besoin de 350 litres. Nos propres oliviers actuellement fournissent 100 litres. Il en faut un peu plus, d'autant plus que nous aimerions faire un aïoli géant avec les parents d'élèves. Nous cueillons ça avec les enfants, les personnels communaux, les amis de l'école publique, etc. Et donc, le prétendant d'origine nordique, souvent les Nordiques s'emparent des biens des victimes de la politique européenne. C'est étrange. Et donc, j'ai préempté. Et l'oliveraie, après un référé, après nous revient, selon le jugement de fond. Au niveau du foncier, on a essayé de saisir des opportunités avec une association qui s'appelle Terre de Liens. Cette association, que j'ai encouragée, a acheté 120 hectares sur la commune. Il y avait un paysan assez gâteux à cause des pesticides qu'il avait tout au long de sa carrière avalés. Aujourd'hui, il y en a 3. Il y en a eu jusqu'à 5. Terre des Liens a eu du mal à faire des bons choix. Mais comment voulez-vous que, sur des terres associatives, collectives, donc, puissent venir des jeunes qui n'ont pas d'avance de trésorerie dans un contexte de politique agricole mortifère. Actuellement, ceux qui ont l'héritage, ceux qui ont les moyens matériels
matériel, les machines, qui ont le foncier à eux, ils n'y arrivent pas. Comment peut-on espérer que ceux qui n'ont que le foncier mis à disposition par une association foncière comme Terre de Liens, voilà. Terre de Liens, c'est une association qui fonctionne par des prises d'action des gens qui veulent bien que du foncier soit mis en bio. Donc vous pouvez tous souscrire ces actions et vous aurez le bonheur de le déduire de l'ISF si jamais il est rétabli. Voilà. Nous avons des questions. Est-ce que je peux vous couper, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, Lucie Chaperla, j'anime le conseil de développement du Pays d'Arc. En vous écoutant, je suis forcément admirative de ce que vous avez fait, Monsieur Leroy, sur votre territoire. Et je pense que les membres du conseil de développement ont aussi été assez envieux de ce que vous avez pu mettre en œuvre, autant pour la transition énergétique que la transition démocratique. Ce que je constate aussi, c'est que tout ça s'est mis en place grâce à vous et votre équipe municipale, donc grâce à la démocratie représentative. Est-ce que, la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez qu'à l'inverse, ce mouvement peut être initié par les citoyens directement? C'est-à-dire, c'est vous, parce que ce que je comprends, qui êtes allé réveiller vos citoyens, vos concitoyens, pour les amener dans cette direction-là. Est-ce que le mouvement inverse peut aussi être possible? Je crois que c'était il y a 2 ans, on m'a demandé de faire une conférence sur la transition écologique dans le Diois. Et à l'issue de ce truc-là, on m'a dit « Oh, c'est un maire comme vous qu'il me faut ». Et moi je leur disais « Mais c'est des citoyens comme vous qu'il nous faut ». Parce que le problème, c'est que souvent, là il y a un groupe Arles en transition, c'est de la chance, hein. Moi dans le Briançonnais, ça n'existe pas. Donc quelque part, d'avoir des citoyens qui soient moteurs, force de proposition, on en rêve, hein. Et on avait réussi à ce que petit à petit, au PETR, ça n'a pas été simple, ça a pris du temps, mais à rassurer les élus avec le conseil de développement, parce qu'ils étaient flippés. Hein. Moi j'avais des collègues qui avaient la trouille du conseil de développement, clairement. Hein. Et puis aussi calmer le conseil de développement vis-à-vis des élus, parce qu'ils étaient de façon outrancière, critiques vis-à-vis des élus. Donc il a fallu rapprocher aussi ces deux mondes. Et ça a fonctionné parce que, je vous ai dit, il y a eu un moment donné où ils ont mobilisé 150 personnes pour travailler sur la transition énergétique. 3 mois plus tard, la région arrête le financement des conseils de développement. C'était le cas en région PACA, c'était le cas en région Rhône-Alpes. Crac. Donc le conseil de développement s'est retrouvé avec 8 000 € de dette, licencié l'animateur, à genoux, plombé. Donc tout ce qu'on avait construit avec le conseil de développement a disparu en l'espace d'un mois. Donc là, ils essaient de renaître de leur cendre, mais le mal est fait quand même, malgré tout. Entre-temps, nous, on est porteurs d'un plan climat. Donc l'objectif, c'était la communauté de communes du Briançonnais, mais comme on fait partie des escartons et qu'on le fait ensemble, les 2 autres Comcom ont dit non, on le fait avec vous, au niveau du PETR. Donc c'est le PETR qui est porteur du plan climat, et là on a créé un club climat, qui quelque part, c'est un petit peu le conseil de développement, voilà, donc là il y a 30 personnes qui font partie du club climat, et c'est eux qui sont force de proposition, c'est avec eux qu'on a travaillé sur l'avenue de Cyril Dion, et là ils savent que le gros enjeu sur le contrat de transition, ils ont 4 ans pour proposer des projets, là ils sont sur le pont, hein, je peux vous dire, hein. Et je pense qu'il va y avoir, pour l'instant on a une vingtaine de projets, j'espère bien qu'on en ait 100, 200 projets sur le territoire. Ce qu'on essaie de dire aussi tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais on a des grandes discussions aussi avec le ministère, toujours sur cette histoire de transition écologique, parce que moi ma grande crainte, c'est que l'argent parte sur du high-tech, et qu'on mette des millions d'euros sur des énormes centrales de méthanisation par exemple, et par contre, tout l'accompagnement des citoyens pour changer de pratique dans leur quotidien, sur du low-tech, eh bien, on n'est pas nécessairement les moyens de le mettre en œuvre. Souvent, moi, ce qu'on dit au ministère, c'est qu'il faut repartir des besoins primaires de la population. Les gens, ils ont besoin de quoi? Ils veulent manger bio et local, ils veulent se chauffer sans consommer trop d'énergie,
Ils veulent se déplacer sans produire trop de CO2. Qu'est-ce qu'on fout? On a les solutions. Il faut y aller. Donc c'est là-dessus qu'on attend, nous, le ministère, sur des projets qui concernent les besoins primaires des populations. Qu'on arrive à proposer. Il y a des gens qui veulent se déplacer en vélo à Briançon. Il faut avoir le moral avec un gamin derrière, hein, je peux vous dire. Hein. C'est impossible. Donc moi je le fais pendant 6 mois, je n'utilise pas ma bagnole, je n'utilise que mon vélo. Mais pour des gens avec des mômes, c'est pas simple. Hein. Donc il y a un vrai travail des collectivités pour accompagner la population qui aujourd'hui est prête à changer de pratique, mais à qui on n'a pas encore donné suffisamment de moyens. Merci. Juste, tout à l'heure, j'y ai pas fait allusion, mais ce document-là, ça rentre aussi dans cet état d'esprit. Ce document-là, à l'origine, j'avais été voir le Dauphiné libéré en disant quand je dis le Dauphiné, ça me donne pas le moral. J'aimerais bien qu'il y ait des choses un peu positives. Et le rédacteur en chef me dit, mais vous n'avez pas fait l'école de journalisme, monsieur Leroy. Good news is bad news. Je dis, ben non, pour moi, c'est pas la solution. Si on veut que les gens changent de pratique, eh bien, il faut leur donner des perspectives positives. Et donc, là, c'est les initiatives positives du territoire. Ça a été financé par le TEPCV, cette affaire. Et donc, ça marche. Alors, j'ai contacté Philippe Bertrand sur France Inter en lui disant, est-ce que tu acceptes qu'on fasse comme carnet de campagne, carnet de montagne. Donc ça fonctionne de la même façon sur le cafetage. Donc à la dernière page ou l'avant-dernière page, vous verrez, hein, les gens peuvent cafeter leurs voisins qui font des choses positives sur le territoire, dans le domaine de la transition. Donc là, ça existe sur Internet, hein, sur carnetdemontagne.online, et on essaie de développer toutes les initiatives positives du territoire pour faire que les gens, petit à petit, se cooptent, fassent ensemble pour essayer de bouger sur la transition écologique. Merci. Une question de plus? Merci pour ces témoignages enthousiasmants et presque idylliques. Est-ce qu'il y a dans votre expérience des cas où, sur des projets, les citoyens n'étaient pas d'accord entre eux? Est-ce qu'il y a eu des scissions assez fortes? Est-ce qu'il y a eu des cas où les citoyens n'étaient pas du tout d'accord avec les choix portés par les élus, même si j'ai bien compris qu'on est dans une démarche de participation, les élus peuvent infléchir ou pas les situations? Et puis, deuxième question dans la première, quel discours avez-vous tenu ou quelle posture vis-à-vis des 98% des gens qui viennent pas, mais qui sont de toute façon pas d'accord avec ce que vous avez fait ou avec la petite partie de population qui a engagé un projet, mais qui disent rien et qui sont systématiquement contre au moment où le projet se fait? Alors en effet, il y a une expérience, et je rejoins ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est qu'on est quand même élu. Et sur le deuxième mandat, on était élu avec 85% des voix. Donc, malgré tout, il y a une légitimité, et la démocratie représentative, pour moi, elle a un rôle. C'est pas pour rien, quand même. On a été élu sur des bases où on a annoncé la couleur, donc on considère qu'on a la capacité d'agir. Après, ça c'était en 2008, une des actions phares, nous, c'était la transition énergétique. En 2008, c'est ce qu'on voulait vraiment développer. Et un des projets qu'on a voulu mettre en place, c'est l'extinction de l'éclairage public. Donc on s'est dit, on va y aller soft. On venait d'être élus, hein, donc on était citoyens, on s'est dit, voilà, on va essayer de faire quelque chose à ce sujet. Donc on a éteint l'éclairage public entre minuit et 5 heures sur le village de Puchelvin, sur le hameau de Puchelvin, donc le hameau le plus haut de la commune. Et là, les habitants sont venus nous voir en disant, oh, c'est génial, mais vous pouvez pas éteindre toute la nuit, franchement. Donc du coup, on s'est dit, ah, super, voilà, on est soutenu dans la démarche, on est compris, ok. À ce moment-là, j'aurais très bien pu, en tant que maire, faire un arrêté d'extinction d'éclairage public sur la totalité de la commune. Mais on a voulu, très démocrate, on s'est dit, on va faire une délibération pour... voilà. Donc on met ça à l'ordre du jour du conseil municipal, donc on affiche tel que la réglementation nous l'impose, et puis tout à coup arrive à la mairie une pétition de 48 personnes avec carrément des insultes, espèce d'écolo, enfoiré, tout ce que vous voulez, je vous passe les termes
Montréal, ça nous a séchés. On est resté sidérés. Parce qu'on était nouvellement élus et pour nous, ça a été un choc, quoi. On n'a pas compris. On s'est dit, mais pourquoi ils ne sont pas venus nous voir? Pourquoi ils ne sont pas venus discuter en nous disant, on n'est pas d'accord? On aurait pu discuter avec eux. Et du coup, on a retiré la délibération, puis on a réfléchi, puis on a réfléchi, puis on a réfléchi, puis finalement on s'est dit, on va pas se confronter à la population pour cette histoire-là, on laisse courir. Un an passe, et il y a des gens qui viennent nous engueuler parce qu'on n'éteint pas l'éclairage public. On a dit, faites une pétition. et donc le temps a passé, et puis petit à petit, le conseil a pris un peu plus de maturité, de poids, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, merde, on y va. Et s'il y en a qui ne sont pas contents, tant pis. Donc on a éteint l'éclairage public entre minuit et 5 heures. Et puis lors d'un conseil municipal, à l'issue du conseil municipal, la personne qui était à l'origine de la pétition qui assistait au conseil municipal, elle dit, finalement c'est pas mal l'extinction de l'éclairage public. Ah bon? Elle dit oui, mais bon, vous aviez prévu au départ éteindre toute la nuit. Je dis, mais bien sûr que non. Donc elle a généré une pétition en disant aux gens qui ont signé qu'on allait éteindre toute la nuit, alors que jamais ça a été le cas. C'est pour ça que c'est complexe ces affaires-là, et il y a des moments, il faut savoir affirmer la position politique, il y a des choix politiques à faire, et je pense que, oui, la démocratie participative, elle a parfois ses limites. Je confirme. Un exemple, j'étais conseiller général, et très fier d'avoir réussi à obtenir de l'Assemblée départementale une déviation pour le village, c'est-à-dire l'inscription aux études avant la budgétisation. Fort de cela, je fais des concertations dans le village, avec les commerçants, avec les habitants, centre ancien, rue très étroite, etc. Et puis l'été, un enfer circulatoire. J'étais convaincu d'emporter le morceau sans vous faire rire. Sur 100 commerçants rassemblés, Barjac est un beau centre, donc avec pas mal de commerces, un seul était pour la déviation. Je suis rentré chez moi complètement écœuré, je ne suis pas sorti de 15 jours de la maison, tellement j'étais absolument déçu. J'ai continué mon travail au département, j'ai obtenu le financement, et puis il y a eu des élections départementales. J'ai été battu. Mon successeur, qui était le chef d'une opposition à la déviation, s'est dit très fier d'avoir pu la réaliser. Voilà. Leçon faite, je suis devenu très déviationniste, j'ai retrouvé mon siège de conseiller général plus tard, et j'en ai fait une seconde. Et quand je rencontre aujourd'hui ces commerçants qui m'ont contrarié pas mal, ils me disent, mais j'étais pas contre, hein. Mais comme tout le monde était contre, je disais comme tout le monde. Voilà. Je ne rencontre plus aujourd'hui d'opposants. Et il ne viendrait à l'idée de personne de dire que ces déviations n'ont pas amélioré la vie environnementale du village, le trafic automobile aussi, parce qu'ils y trouvent leur compte, au lieu de piquer des colères dans des embouteillages, etc., etc. Donc oui, il faut aussi, à un moment donné, une volonté politique farouche pour arriver à des objectifs. Merci. Une question supplémentaire. Bonjour et merci beaucoup pour vos interventions qui ont été très, très riches et inspirantes. Après la commune de Montsartou et Saillant, je découvre enfin voilà, il y a tout un univers qui s'ouvre et je trouve ça vraiment inspirant pour les Bouches-du-Rhône. J'avais des questions sur le pilier énergétique et sur le pilier démocratie. Qu'est-ce qui, pour vous, a été vos points forts dans votre campagne, Monsieur Leroy, pour arriver à 85%
Donc, voilà, pour avoir été élu, qu'est-ce qui, pour vous, dans votre campagne, a fait que vous avez réussi à séduire, entre guillemets, voilà, quel a été vos points forts? Et la deuxième question, c'est sur l'énergie. Est-ce que vous êtes au courant des 140 collectifs organisés dans le droit de réponse? Ça s'appelle droit de réponse en France, au sujet des compteurs Linky. Est-ce que vos habitants sont sensibilisés sur cette question? Merci. Juste un petit mot sur Saillant, parce que c'est pas inintéressant. Moi, je les ai rencontrés, les gens de Saillant. Ça fait déjà un moment de ça. Donc Saillant, c'est une commune pour qui la priorité, c'était la transition démocratique. Quand je les ai rencontrés, c'était pas un échec, sauf que dans la réalité, ça rame, et ils ont vraiment du mal à faire du projet. Parce qu'en fait, tout passe par le filtre d'un conseil des sages, d'un conseil de développement, d'un conseil de quartier, d'un conseil... On s'en sort plus, c'est épuisant, ça prend une énergie de folie. Et donc, moi j'en ai discuté avec eux, je sais plus, il y avait je crois que c'était le représentant du Conseil des sages. Et moi je lui ai dit, écoutez, nous, on a choisi la transition écologique comme priorité. Et donc, en effet, à partir du moment, comme je le disais tout à l'heure, on a un programme et on l'applique. Donc, après, il y a des sujets sur lesquels, en effet, c'était pas dans le programme, parce que la société évolue, parce que le long du mandat, il peut se passer plein de choses. Là, évidemment, on a sollicité la population. Donc moi, je reste nuancé. On verra ce qui se passera à Saillant. Hein. La dernière fois, ils m'ont dit, aux prochaines élections, passe pas. C'est mort. Donc j'attends de voir comment ça se passe. Je pense que c'est une expérience qui est assez intéressante, qu'il faut suivre de près. C'est pas simple quand même. Hein. Je pense ils tirent la langue. Donc il faudra qu'on voit comment ça se passe après. Nous, sur le programme, comme moi tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, j'aurais pu l'amener là, j'ai pas pensé, hein, mais le programme c'était la qualité de vie des citoyens et puis c'était la transition écologique dans son ensemble et dans toutes ses dimensions. Donc tout à l'heure je vous ai énuméré hein, sur l'eau, sur l'énergie, sur la biodiversité, sur le foncier, sur le tourisme différencié, sur toutes ces choses-là, on avait des propositions à faire. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu 65% des voix au premier tour, le premier mandat, et puis 85% des voix au premier tour, au deuxième mandat, sur ce programme-là. Après, sur le Linky, moi j'ai une position très mitigée sur cette affaire. Je pense qu'en effet, comme la Cour des comptes l'a dit, c'est une gabegie financière. Donc ça, pour moi, à la limite, c'est l'argument le plus important. Je pense que c'est une catastrophe financière. Ensuite, et d'ailleurs on l'a écrit, parce que le conseil municipal a travaillé sur ce sujet-là. Donc on a cherché de la documentation, on s'est beaucoup informé. Nous, c'est une toute petite commune, donc on est 11, on n'est pas aussi nombreux. Et voilà. Et donc on a vraiment travaillé, on a essayé de trouver un consensus au niveau du conseil municipal, on l'a trouvé. Et donc on a écrit aux habitants en disant voilà, la position du conseil c'est ça. Après, on voit les difficultés que ça a pour les communes qui se sont opposées, parce que finalement elles ont été retoquées sur cette affaire. Pour nous, le danger lié aux ondes électromagnétiques, oui, il existe, évidemment, on ne peut pas le nier. Ceci étant, je pense qu'il est mineur. Mais il est réel. Mais je ne pense pas qu'il soit le jour où tout le monde arrêtera son téléphone portable la nuit, etc., et plus les livebox, puis il n'y aura plus de Wi-Fi dans les maisons, on peut rediscuter. Voilà, moi je reste quand même dubitatif sur son impact. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont montées en épingle, et puis après, de toute façon, c'est un choix individuel, sauf que vous avez vu, Enedis a trouvé la parade. Si vous refusez le Linky, vous allez payer 80 € par relevé de mesure. Voilà, ils ont trouvé la parade. Alors je sais qu'il y a des discussions là, en particulier Michel Rivasi travaille beaucoup sur ce sujet-là, hein, pour essayer d'arrêter le déploiement des Linky sur le territoire français. Là, pour le coup, ça n'appartient pas aux communes. Ah si, les communes peuvent prendre des délibérations, comme c'est le cas à Bayonne, et du coup ils sont tranquilles. Elles sont retoquées. Non.
Ça n'empêche pas une église de poser les limites. Oui, mais la délibération n'a pas de valeur. Ah oui, elle a une valeur puisque les juges savent que ce n'est pas homologué sur le fond, puisque c'est d'ailleurs non pris en charge par les assurances. Et donc, ils jugent toujours sur la forme. Ça a été à Grance, ça a été uniquement en référé. Donc, ils gagnent du temps comme ceci, mais c'est un peu ça qui n'est pas homologué. Moi, en tout cas, les éléments que j'ai, mais peut-être que vous en savez plus que moi, c'est que les délibérations ont toutes, à ce jour, été retoquées. Donc, ça, c'est l'information que j'ai. Pour l'information des citoyens, il y a le collectif Pays Salonnais à nos ondes. C'est le collectif À nos ondes qui vient tout juste, depuis hier, d'ouvrir un site internet, justement, où il y a toutes les ressources dessus pour que vous puissiez vous approprier le sujet. Et personnellement, alors moi j'ai mon avis sur la question, et puis j'ai fait des conférences avec des ingénieurs en environnement, etc. Peu importe, même en admettant que si le courant porteur en ligne est à la base prévu pour 50 Hz et qu'en fait on s'aperçoit que ça monte jusqu'à 90 000 Hz et que c'est pour ça qu'il y a des échauffements et que c'est pour ça que les assurances ne prennent pas en charge, admettons que même ceci ne soit pas vrai, on devra avoir le choix. Or aujourd'hui on constate une discrimination entre ceux qui ont les compteurs à l'extérieur, ceux qui ont les compteurs à l'intérieur, donc il ne reste plus qu'à coffrer son compteur en laissant une fenêtre apparente, et on voit que c'est pas, si c'était vraiment obligatoire, ce serait obligatoire aussi pour les personnes qui ont les compteurs à l'intérieur. Voilà, donc c'est... Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on devrait avoir le choix. Voilà, pour le principe de précaution, mais bien sûr, oui, on est vous pouvez d'accord. prendre une délibération aussi. On est d'accord. Puisqu'on parle de compteurs, un petit détail, je disais que j'étais président d'un syndicat des eaux. Nous avons équipé tous les compteurs avec des émetteurs. Ça nous permet d'avoir 20 000 euros de moins en fuite d'eau domestique, puisque nous détectons à l'instant les fuites. Et deuxièmement, nous ne dépassons plus de grosses sommes pour mettre des compteurs en limite dans les murailles des maisons, souvent qui étaient défigurées par des plaies, ou pour avoir le compteur en extérieur, on le logeait dans la muraille de la maison. Donc voilà, ça a été un avantage. Maintenant, au niveau des ondes électromagnétiques, ça, je ne suis pas médecin pour en parler, et je crois que la recherche là-dessus n'a pas encore abouti. Tout à fait. Oui, voilà, je vous remercie pour votre témoignage, Sévenol, et le témoignage de Walpan, qui est vraiment très intéressant. Moi, j'ai une question à vous poser, très simple. Les maires et les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel. Et les présidents de Comcom et l'Assemblée de la Comcom, qui maintenant a beaucoup de pouvoir, peut-être plus que les maires, elle n'est élue qu'en suffrage de deuxième degré, qui n'est pas quand même, c'est un peu comme le Sénat, c'est pas l'Assemblée la plus démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me choque. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis choqué, moi aussi. J'ai cru l'exprimer tout à l'heure. Déjà, aux dernières élections municipales, les délégués à l'intercommunalité ou à l'agglo n'étaient plus désignés par le conseil municipal, mais directement élus par la population, c'est-à-dire sur la liste du maire, fléchés comme étant ceux qui devaient aller là-bas. En clair, ils ne doivent plus aucun compte au conseil municipal dont ils font partie. Ils prennent les décisions qu'ils veulent. Par exemple, nous, on est 3 délégués à la supracommunalité. Alors, il y en a un qui est vice-président indemnisé, donc grâce à l'indemnité, il a un peu de sparadrap sur la bouche. Il a voté pour l'augmentation des poubelles. L'autre délégué s'est abstenu. Et moi, j'ai voté contre, sur la base du rapport de la Chambre régionale des comptes, que je disais tout à l'heure, avec des abus certainement pires, mais je n'ai pas eu la patience que tu as eu d'avoir pour faire l'investigation. Je pense que la Cour des comptes le fait mieux que moi. Donc voilà, je regrette effectivement que le personnage du président et des vice-présidents soit hors d'atteinte de la population et même et surtout hors d'atteinte des municipalités et de leur conseil municipal. Voilà pourquoi je dis toujours je suis municipaliste, sachant qu'il faut appliquer le principe de subsidiarité, à savoir que quel est le meilleur endroit pour gérer un problème? Est-ce la commune? Est-ce la communauté de communes? L'agglo? La région? Le département? L'État? Je crois que l'Europe,
la subsidiarité, c'est ce qui permet justement de savoir au plus court, au plus efficace, au moins cher et au plus démocratique. Et je crois que la démocratie, c'est ce qui permet d'aller au plus court. Et donc, je valorise le plus possible la commune. Et je m'insurge lorsqu'on veut la déposséder pour la gestion de problèmes qui pourraient être pour pas cher. Je prends un exemple, l'éclairage public. L'éclairage public, c'était 23 € par point lumineux, avant que nous faisions une campagne comme vous de désintoxication pour l'éclairage des lapins la nuit. Eh bien, la communauté de communes nous a dit que nous allons faire une économie d'échelle. Tellement bien qu'au bout de 2 ans, c'était 32 € le point lumineux. Nous avons protesté, les maires. On nous a dit, mais reprenez la compétence. J'ai fait une nouvelle mise en concurrence, etc. J'en suis à 15,40 € le point lumineux. Où est le phénomène d'économie d'échelle dont nous avons fait pour nous faire reluire la supracommunalité? Voilà un problème qui pouvait se gérer avec des artisans, des petites entreprises, et non pas forcément la CGLEC ou la Stone, que sais-je encore. Donc, dans la proximité, l'efficacité, et dans 24 heures, tout est réparé si ça tombe en panne. Et je pourrais multiplier les exemples. Les autres activités, un pur scandale, il y en a 4 sur la communauté de communes dont je fais partie. Celle de Barjac n'est pas prise en compte. C'est la seule où le terrain s'est vendu aux entreprises au prix d'argent public coûtant. Les autres, ça a coûté 150 € le mètre carré. C'est en train de se brader pour y faire des lotissements. C'est du détournement d'argent public. Et ça se vend aux promoteurs 25 € le mètre carré. Économie d'échelle, efficacité. Un autre exemple. On nous a frustrés de la compétence économique. On nous a dit, la communauté de communes s'occupera de l'économique, à l'instance supérieure. Il se trouve que depuis qu'elle s'en occupe, il n'y a pas une entreprise qui s'est installée. Je ne fais pas porter ça au dos de la communauté de communes. Ce n'est pas elles qui vont créer les emplois, forcément, mais d'autant qu'elles parlent de leur zone d'activité, c'est-à-dire qu'elles désespèrent d'y avoir quelqu'un dessus, à part des herbes sauvages. Lorsque c'était la commune de Barjac, et que les banques ne voulaient pas prêter à des porteurs de projets, c'était nous, la commune, le conseil municipal, qui faisions l'emprunt à la place. Nous, on le garantissait. Nous faisions les banquiers, et le loyer nous remboursait de l'immeuble industriel. Déduction faite des éventuelles subventions. On a pu créer 120 emplois comme ça, en mouillant la chemise et en attrapant des cheveux gris, parce que si le loyer ne rentre pas, on est planté. Et c'est le budget communal qui va rembourser la banque. On s'en est sorti. Cette audace, la communauté de communes ne l'a jamais eue et ne l'aura jamais. Tout le monde se marque à la culotte pour savoir qui va passer le premier. Ah, s'il y en a un qui pouvait avoir l'usine qui pollue, qui fait du bruit et du caca, et nous, on se partagerait la taxe d'entreprise, ce serait pas mal. Il y a aussi un esprit, il faut bien le dire, communautaire, qui n'est pas très en commun. Voilà, chacun tire un peu la couverture à lui. Et, excusez-moi, mesdames, ça ressemble au double militaire. On attend que chacun ramasse le premier la savonnette. Plusieurs questions. Je commence ici. Par rapport à la transition énergétique, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails, parce que vous avez parlé d'un budget de 100 000, d'une participation de la commune et des habitants. Il se trouve qu'ici à Arles, il y a un projet de créer aussi, en tout cas de fabriquer de l'électricité. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails, s'il vous plaît, de votre expérience? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a créé la SEB avec les habitants, capital social 100 000 € au tout début, et puis je vous ai dit, on a mis une centrale 2, 3, 4, 5, et puis après on a ouvert le capital, et là on a un capital aujourd'hui de 850 000 €, je crois, c'est marqué dans le document, je crois,
Enfin bref, vous allez voir sur sève-énergierenouvelable.fr et vous aurez tous les chiffres avec toute la production de chacune des centrales. Donc on a 16 centrales reliées au réseau. Dans un mois, on en a 2 supplémentaires, on sera à 18 centrales reliées au réseau. Donc je vous ai dit, approximativement, le chiffre d'affaires, c'est 150 000 € par an. Et donc, on a 3 années de suite distribué des dividendes aux actionnaires. L'objectif n'étant pas de distribuer des dividendes, mais on a voulu montrer aux actionnaires que ça fonctionnait, que ça marchait et que la société produisait des bénéfices. Après, que vous dire de plus sur cette affaire? On va faire une nouvelle ouverture à capital quand on va faire les 2 grosses centrales de production d'hydroélectricité, celle sur le réseau d'eau potable, et puis on a une autre centrale d'hydroélectricité sur le torrent de Sacha qui longe la commune depuis Saint-André. Donc là on va être obligé de faire une nouvelle ouverture à capital pour pouvoir investir dans ces 2 nouvelles centrales. Et sur l'investissement des citoyens, en fait. Ouais. Le mécanisme, le levier pour que les gens, en fait... Les citoyens, ils sont actionnaires, donc ils prennent des actions à 300 € et ils en prennent le nombre qu'ils veulent. Donc il y a des citoyens qui ont 15 000 € dans la société. Il y en a d'autres, il y a une étudiante de 20 ans qui a une action à 300 €. Elle me dit, moi je suis content quand je passe devant la mairie, je sais qu'il y a ce bout de capteur qui est à moi. C'est moins cher chez nous. Après, oui. Donc quand on a créé la Sève à la suite de ça, moi on m'a demandé d'intervenir à plein d'endroits, donc à Embrun, dans le Queyras, puis après à Yad, puis après à Signane, à Gardanne, Fort-Calquier, Apt, etc. Donc j'ai montré ce qu'on faisait, et donc il y a plein de centrales villageoises qui se sont créées. Là aujourd'hui, la totalité du département des Hautes-Alpes est couvert par les centrales villageoises, ainsi que les Alpes de Haute-Provence. Donc, et puis après, il y en a peut-être chez vous. Les centrales villageoises, maintenant, il y en a un petit peu partout. Voilà, vous pouvez prendre des actions dans les centrales villageoises d'ici. Et donc après, elles ont pas toutes le même... Nous, c'est une société d'économie mixte, à la différence des centrales villageoises classiques, parce que nous, en 2008, c'est pas notre fric, c'est de l'argent public. Et donc, on a voulu sécuriser cette affaire. C'est pour ça qu'on a choisi la société d'économie mixte locale, parce que le capital public est obligatoirement supérieur à 50%. Donc on avait, nous, par peur, de faire que l'argent public puisse être... alors que sur les centrales villageoises, la plupart du temps, le capital public, quand il y en a, il est à 20%. Voilà, c'est le maximum autorisé dans les centrales villageoises. Donc c'est pas tout à fait le même système. L'avantage des centrales villageoises, c'est que les gens peuvent rentrer au capital au fil de l'eau. Et ça, c'est génial. Nous avons déjà une fois, nous avons un projet à fin décembre. Donc, en tout cas, dans les Hautes-Alpes, on peut rentrer au fil de l'eau et on peut prendre des actions au fil de l'eau quand on veut. Pour construire notre plan de financement, en fait, nous avons décidé d'arrêter de rentrer les actionnaires le 30 septembre 2019 pour après avoir un capital d'actionnaires citoyens et ensuite rencontrer les banques. Donc, comme ça ne pouvait pas bouger tout le temps. Donc ça, ce sera pour la première phase, et après on reprendra des actionnaires pour une deuxième phase. Donc c'est super parce que vous venez de faire la publicité des centrales villageoises. Donc c'est un label, vous venez de comprendre qu'il y en a plein, donc dans le Briançonnais, le Vercors, parce que c'est né en région Rhône-Alpes. Donc il y a une société centrale villageoise du Pays d'Arles, production d'énergie renouvelable, locale, citoyenne. L'action est à 100 €, moins cher que chez vous. Mais c'est vrai que la commune, le pôle d'équilibre territorial a pris des parts. La commune de Saint-Pierre-des-Mézoards également. Une entreprise à Saint-Rémy-de-Provence, un fonds d'investissement spécialisé en énergie renouvelable. Tout le reste sont des citoyens. Donc là, j'ai la documentation. Je n'ai pas pris de bonne souscription avec moi, mais j'ai toute la doc. Vous pouvez trouver les coordonnées. Souscrire en ligne. Et, Souscrire en ligne. pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il est possible de souscrire en ligne? Alors, on n'a pas fait encore les modifications sur les sites. Vous êtes obligé pour le moment de nous donner un chèque, mais ça va venir. On va mettre notre RIB, il y a quelque chose qui va être fait, mais si vous avez un chèque, c'est bien. Sinon, oui, on va apporter une modification. Voilà. Oui, dans ce partenariat public-privé, tout dépend effectivement s'il s'agit d'un acte citoyen, de privé,
ou s'il s'agit de Veolia, oui. Hein, parce que c'est aussi ça, le partenariat public-privé, c'est un couple dans lequel le couillon, c'est toujours le public. Hein. Dans un couple, il faut savoir qui porte le pantalon, comme on dit. Et bien, dans le partenariat public-privé, Bouygues et argent public, croyez bien que c'est Bouygues qui gagne à tous les coups. Pour faire des TGV, pour faire des viaducs, pour faire des autoroutes, etc. Mais pour revenir à la question tout à l'heure, je voudrais dire que par rapport à l'insaisissabilité des présidents d'agglo ou de communautés de communes, ça me fait penser un peu à l'Europe aussi. C'est un peu comme ça, les gouvernements s'en sortent souvent en disant c'est pas moi, c'est eux. Et comme eux, ils sont loin, ben, c'est difficile à permettre au peuple et aux associations et aux gens d'agir. Je dois dire que nous interrogeons pour chercher de l'argent, puisqu'ils font de l'actionnariat, etc. Moi, depuis 5 ans, j'ai vu les aides de l'État divisées par 3 à ma commune. Par 3. Et on me dit de faire toujours aussi bien. Et les salaires des 30 employés municipaux augmentent, glissement, vieillesse et technicité des uns et des autres, prix des carburants, des matériaux. Donc, par 3, l'État. Et donc, oui, ces transferts, à mon avis, participent d'une volonté de dissolution du rôle de l'État dans notre nation. Voilà. Et ce qui affecte les communes affecte aussi les départements, c'est-à-dire les 2 institutions issues de la Révolution française. Nous avons... Juste en complément de ce que dit mon collègue, c'est évident qu'au niveau démocratique, les Comcom, c'est pas au point. Et moi, je pense que ça évoluera. Je pense qu'il y aura un suffrage direct pour les Comcom, j'en suis persuadé, dans les années qui vont venir, parce que tout le monde s'en plaint, et ce qui est tout à fait normal. Ça n'empêche que, de toute façon, un contrôle citoyen est indispensable. Que ce soit pour les communes comme pour les communautés de communes, il va falloir que les citoyens sortent des ronds-points et qu'ils aillent assister aux réunions et qu'ils disent ce qu'ils pensent. Donc, à un moment donné, il faut un contrôle citoyen, c'est certain. Et ça, c'est indispensable. Par rapport à l'énergie, quand même quelque chose sur lequel nous, on insiste très fortement, c'est que produire de l'énergie, c'est sympa, c'est facile, il suffit d'avoir du fric. C'est facile à faire. Hein. On fait un chèque et on produit de l'énergie. Par contre, faire de la sobriété énergétique, ça, c'est une autre paire de manches. Et donc pour nous, au sein du PETR, on l'a dit clairement, il n'est pas question de tartiner le territoire en centrale photovoltaïque, en hydroélectricité, en éolien. D'ailleurs, la CEF s'est interdit de mettre du photovoltaïque au sol. Donc ça, c'était notre choix. Donc c'est sur les toits. On pourrait étudier une pose de centrale photovoltaïque au sol sur des anciennes décharges, sur des friches industrielles, et encore, et encore. Donc on est vraiment très vigilant là-dessus, et surtout, nous, l'objectif, c'est de baisser les consommations énergétiques. Donc il y a un énorme travail qui est fait là-dessus pour arriver à baisser, et puis après, produire l'équivalent de ce qu'on consomme. Donc là, aujourd'hui, sur le pays Grand Briançonnais, on est à 52% d'autonomie énergétique, donc on avance bien, et on espère, là, dans les années qui viennent, approcher des 100%. La ville de Briançon, 67 jours, est autonome, aujourd'hui, et on travaille avec la station de Serre-Chevalier sur le stockage. Parce que le problème des énergies renouvelables avec le mix énergétique, c'est qu'il y a plein de moments où on ne produit pas nécessairement au moment où on en a besoin. Donc en fait, on a des retenues collinaires. Les retenues collinaires, c'est des lacs artificiels qui ont été construits dans les stations de ski pour faire de l'enneigement artificiel. Et là, l'objectif, c'est de transformer, d'aménager ces retenues collinaires pour en faire du stockage. C'est que les moments où on a trop d'énergie, on remonte l'eau dans les retenues collinaires, et les moments où on a besoin d'énergie, c'est une batterie en fait. Hein. On turbine l'eau et on la redescend. Donc c'est un deuxième usage qui n'a rien à voir avec le ski, mais qui nous permet de travailler sur le stockage. Donc ça fait partie des projets sur lesquels on travaille. Là, sur le contrat de transition écologique, des projets, il y a de tout. Il y a même un travail qui se fait aujourd'hui sur le transport par dirigeable. Donc ça existe au Vorarlberg en Autriche. Hein. On a des coupes de bois qui nécessitent des grandes pistes dans la forêt. Et bien demain, on espère transporter 60 tonnes
de coupe de bois par dirigeable alimenté en hydrogène. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille avec l'ONF. On travaille aussi sur le sujet de la production d'énergie dans des bâtiments historiques. Nous, on a des forts de Vauban partout, à la pelle. On en a entre autres un qui s'appelle le Fort des Têtes, au-dessus de Briançon, pour lequel un privé va investir 80 millions d'euros pour aménager ce fort. Et donc on travaille sur... là, moi j'ai vu un laboratoire de recherche où on leur demande de nous sortir une ardoise solaire de 1750 sous Vauban. C'est-à-dire de dimension, de coloris, de telle sorte que si je vais voir l'architecte des bâtiments de France, je dis voilà, c'est les ardoises de Vauban, ça vous va? Il se trouve qu'elles sont solaires, c'est accessoire. Donc l'objectif c'est d'arriver à ça. Donc ça intéresse beaucoup le ministère qu'on travaille sur ces sujets-là, parce que demain, bah oui, le patrimoine c'est important, mais de survivre c'est aussi important. Donc la problématique justement de l'énergie en France c'est vraiment un sujet essentiel, mais la priorité encore une fois c'est pas de produire, c'est de baisser les consommations. Et là, il va falloir que tout le monde s'y mette. Beaucoup de questions encore. Ici. Moi j'avais une question pour Pierre Leroy. Vous avez dit tout à l'heure que en fait la municipalité précédente, vous étiez aperçu qu'il y avait une facture de 72 000 ou 92 000 euros qui a été payée par erreur plusieurs années de suite à Veolia. Et je me demandais en fait, d'un point de vue citoyen extérieur, comment ça c'était possible sans que personne ne s'en aperçoive. Et la deuxième question, c'est pour Monsieur Chollet. Vous avez parlé tout à l'heure d'avoir mis en place en fait un cinéma d'art et d'essai dans votre village. Comment vous avez fait en fait pour impliquer les citoyens et les faire adhérer à ce projet-là? Enfin, est-ce que c'est une initiative qui a été mise en place et décidée toute seule par la municipalité, ou est-ce que vous avez impliqué les citoyens pour qu'ils soutiennent le projet et comment ils sont impliqués? Alors pour la première question, c'était pas 60 000, c'était 95 000 euros. Et c'était vraisemblablement lié à une double facturation. C'est-à-dire qu'on nous a envoyé une facture, en l'occurrence, c'était pour la collecte des déchets des supermarchés. Sauf que les supermarchés devaient aussi recevoir la même facture. Donc vraisemblablement, alors j'ai pas été voir si les supermarchés recevaient la facture, mais en tout cas, nous, on n'avait pas à la payer. Parce qu'il y a une chose qui est importante à savoir, c'est qu'en France, les collectivités sont responsables des ordures ménagères. Ce sont les ordures des ménages. Dans l'absolu, et ça c'est très important, les collectivités n'ont pas la responsabilité des déchets des entreprises ni des administrations. Sauf que toute entreprise confondue, les commerces compris. Normalement, c'est ça. Il se trouve que, et c'est normal, les collectivités se sont occupées des déchets de tout le monde, des entreprises, des administrations et des citoyens. Et donc, le législateur a dit il y a 25-6 ans, ok, vous faites ce que vous ne devriez pas faire, on accepte, mais il n'est pas question que ce soit le contribuable qui paye. Donc, à partir de maintenant, il faut que les collectivités mettent en place la redevance spéciale, pas la redevance incitative, on en parlera après, la redevance spéciale, c'est-à-dire que les collectivités doivent faire payer aux entreprises le véritable coût du traitement de leurs déchets. En France, la plupart des entreprises payent une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, comme vous, qui est calculée pas tant en fonction de ce que vous produisez comme déchets, mais en fonction de la surface, en fonction de votre impôt foncier. Donc une entreprise qui est toute petite comme votre appartement et qui produit 50 fois les déchets que vous produisez, eh bien elle paye en fonction de la surface. Okay, je vous donne un exemple. Sur Briançon, il y avait une entreprise pour laquelle elle payait 2500 € de taxes d'enlèvement aux ordures ménagères. Quand on a mesuré ce qu'elle produisait comme déchets, c'était 60 000 €. Ce qui veut dire que c'est le contribuable qui payait le différentiel. Donc quand j'ai été élu, on a mis en place la redevance spéciale. Je me suis collé 1600 entreprises dans la figure. Sauf que c'est la loi. En France, sur 36 000 communes, il y en a 10 000 qui respectent la loi. 26 000 qui n'ont pas mis en place la redevance spéciale. Donc l'entreprise qui avait 60 000 € de production de déchets,
elle a reçu le devis, le patron est venu me voir en me disant, vous foutez de ma gueule, à cause de vous, je vais licencier 2 personnes. J'ai dit, bon. Il me dit, ben regardez la facture que vous m'envoyez. Je dis, regardez, c'est pas marqué facture, c'est marqué devis. Ce qui veut dire que vous pouvez contractualiser avec n'importe quelle entreprise. Vous n'êtes pas obligé de contractualiser avec la communauté de communes. Vous pouvez aller chez Veolia, il dit, oui, mais chez eux, ça sera plus cher. Et ben oui. Alors, écoutez, moi, ce que je veux, c'est pas que vous payiez 60 000 €. Ce que je veux, c'est que vous produisiez plus de déchets. Donc, le devis, je le déchire, je vous laisse 4 mois. Dans 4 mois, on va revenir mesurer. Si vous n'avez rien fait, je vais vous renvoyer le même devis. Par contre, si vous avez fait du tri, vous n'aurez pas le même devis. Au bout de 4 mois, c'était pas 60 000, c'était pas 50 000, c'était pas 40 000, c'était pas 30 000, c'était 24 000 €. 36 000 € de tri en 4 mois. Aujourd'hui, cette entreprise, elle paye 0 de redevance spéciale. Parce qu'elle a investi dans un biodigesteur, elle n'avait plus que du déchet alimentaire. Et donc maintenant, elle n'a plus de déchets. Elle ne paye plus de redevance spéciale. Et donc c'est entre autres une des raisons pour lesquelles on est passé de 12 000 à 8 000 tonnes, parce que les 1600 entreprises, elles se sont mises au boulot, quoi. Et donc, elles ont fait du tri jusqu'au compostage pour les restaurants. On les a aidés, on a mis en place des composteurs collectifs au pied de la Gargouille. Je ne sais pas si vous connaissez la vieille ville de Briançon. Là, il y a un gros composteur collectif. Les 2 restaurants du bas de la Gargouille déposent leurs déchets alimentaires dans le composteur et leur redevance spéciale, elle descend. Donc le but du jeu, c'est pas d'emmerder le monde. Le but du jeu, c'est qu'on arrive à ce que ça soit juste et puis au niveau environnemental, à trouver des solutions. Alors, je le laisse répondre à la question d'abord, puis après, je réponds. Nous, on le vend. Surtout en ce moment, pour les géraniums, c'est bon. Je suis une anecdote, mais je suis à 4 km de la région Rhône-Alpes, où il y a un système différent pour les ordures ménagères. C'est facturé aux familles au poids. Bilan des courses, nous retrouvons beaucoup d'ordures ménagères dans les fossés. Ou alors, mieux, puisque nous, on n'est pas facturés de la même manière, les gens des communes voisines, des choses, amènent leurs ordures ménagères dans nos containers. Ce qui fait qu'ils n'ont pratiquement pas de paiement d'ordures ménagères. Mais c'est un manque de civisme. Nous essayons de guetter un peu quelques contrevenants pour les dissuader d'aller dans ce sens. Concernant la question sur le cinéma, avant même que d'être élus, nous étions 7 ou 8 dingos de Cinoche, on dit, et tous les mois nous installions un projecteur, nous installions des chaises, nous déployions un écran dans une des salles du château municipal pour voir les films à notre convenance. On était une quarantaine à peu près de spectateurs. Ce n'était pas des bonnes conditions. Parce que nous avons fait du château un outil multiculturel. Nous avons réservé une grande salle au cinéma, il y rentre 90 personnes, et nous avons fait de beaux fauteuils rouges comme ici, avec une acoustique parfaite. Nous nous en servons pour des conférences, etc. Et du cinéma avec un projecteur numérique maintenant. Nous avons embauché un projectionniste professionnel, mais comme il y a 7 ou 8 séances par semaine, et que le projectionniste fait 35 heures, nous avons non pas créé, sinon ce serait augmenter le prix, un deuxième poste, mais fait appel à une participation bénévole. Donc nous avons la conseillère départementale qui est projectionniste bénévole, il y a mon frère, il y a moi, il y a des copains. Voilà, nous suppléons les absences, il est en train de divorcer, donc il est souvent absent, de notre projectionniste, et c'est un peu comme à l'aéropostale, ça passe. Voilà. Le tarif d'entrée, c'est 5 €, 3 € pour les jeunes, les demandeurs d'emploi. Voilà. Et ce sont des films intéressants. Hier soir, je suis allé voir, j'en vois 3 par semaine, La lutte des classes. Je vous recommande. Il y a des choses très sérieuses qui sont dites dans ce film assez humoristique sur l'école, notamment. Voilà. C'est un cinéma qui est aidé par le département, à raison de 5 000 € par an, et par le CNC, c'est la contrepartie du classement en arrêt essai, à raison de 10 000 € par an. Il n'est donc pas
déficitaire d'un point de vue budgétaire de la commune. Et il s'agit là d'une activité culturelle récurrente qui draine et qui condense vers notre village pas mal de gens à 25 km à la ronde, parce que les villages sont dépourvus de toute activité cinéma, entre autres activités culturelles. Mais ça, c'est permanent, et on sait que ça peut marcher, et ça marche toute l'année, pas simplement en période touristique.